j'ai deux visages, même ma femme me le dit. Elle me reconnaît pas quand je suis sur un terrain parce que je suis quelqu'un d'impulsif, je suis quelqu'un de compétiteur, je suis quelqu'un d'agressif. Donc je me suis dit, tu donnes tout, tu fais les arrêts qu'il faut pour ton équipe, mais tu prends maximum de plaisir. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Gardien de but, un poste à part diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe, et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Anecdotes, souvenirs, confessions et même parfois conseils, l'objectif c'est de partager leur expérience, leurs boulettes, leurs parades et de vous éclairer sur le poste et son évolution. Et aujourd'hui dans La Voix des Gardiens, je reçois mon premier gardien encore en activité. Il joue en Ligue 1 et on a profité de la trêve internationale pour le rencontrer. Il a d'ailleurs passé la barre des 100 matchs en Ligue 1 en début de saison. Une saison dans laquelle il a déjà brillé avec notamment un match à 10 arrêts contre le FC Lens avec le FC Metz. Bonjour Alexandre Oukidja. Bonjour. Alors on va revenir sur ta carrière, sur ton caractère à toi, sur le caractère qu'il faut pour performer à haut niveau, mais aussi pour passer au-delà de certaines péripéties dans une carrière. Avant ça, première question un peu plus dans l'actualité. Comment ça va ? Comment se passe ce début de saison avec le FC Metz ? Écoutez, personnellement ça va super bien. Donc pour l'instant c'est assez correct de ma part. Il n'y a pas de blessure, c'est le plus important pour un joueur, c'est d'enchaîner les matchs. Et après, dans le plan comptable, au niveau du club, c'est assez correct, même si depuis 3 matchs, on fait des matchs un peu compliqués et on ramène pas de points. Donc, il faut vite se remobiliser pour engranger le maximum de points. Mais dans l'ensemble, voilà, on fait une saison assez correcte. Personnellement, tu le juges comment ton début de saison ? T'as des bonnes sensations ? Oui, très bonne sensation. Après, la Ligue 1, je l'ai connue les années précédentes avec le FC Metz. On a eu un match très très compliqué à Rennes où je pense qu'il y a eu pas mal de pression dans l'équipe et on a déjoué tout simplement. Une équipe jeune aussi ? Oui, une équipe très très jeune qui connaît très peu la Ligue 1. Donc on s'est fait peur cette première journée. On a réussi à rectifier le tir face à Marseille, Reims et Lens. Mais on sait que cette Ligue 1, il y a beaucoup d'exigences et le moindre relâchement, on le paye cash. Donc il faut remettre la machine en route et espérer faire de bons résultats pour amener les points. Contre Lens, tu as fait toi personnellement 10 arrêts. C'est ton match le plus abouti ou alors t'en préfères un autre sur ce début de saison ? Non, c'est un match qui me plaît énormément parce que c'est la victoire de toute une équipe. Au-delà de ça, c'est 10 arrêts et il y a eu pas mal de frappes contrées par mes défenseurs. Il y a eu vraiment une remobilisation de notre équipe parce que on a eu la chance aussi de marquer sur, je pense, la seule occasion du match et de voir devant moi tous mes partenaires qui s'arrachent, qui courent, qui défendent ce but pour ramener les 3 points de Lens. C'est quelque chose d'exceptionnel. Je trouve que l'équipe a été très vaillante, dont la combativité aussi a été impressionnante. Donc voilà, c'est un match qui nous permet de souffler un peu, mais il faut continuer à travailler pour engranger le maximum de points avant la trêve hivernale. Tu retrouves la Ligue 1, elle a changé en quelques années depuis la dernière fois que tu y avais joué. Est-ce que tu trouves qu'il y a des évolutions ou pas ? Je pense qu'elle a changé depuis 10-20 ans. Donc là, ça fait... on est retourné en Ligue 2 l'année dernière, donc on a réussi à gagner notre ticket pour la Ligue 1 cette année. Il n'y a pas un très très grand changement, mais on sait que les exigences de la Ligue 1 est très importante comparée à la Ligue 2. On a des équipes vraiment qui connaissent ce championnat avec des joueurs d'expérience, des internationaux. Et nous, on a une équipe très très jeune, donc on a l'obligation d'apprendre très très vite. Et c'est ça la réelle complication de notre championnat à nous, c'est de vite prendre de l'expérience et de vite voir comment fonctionne cette Ligue 1 parce qu'après on se rend compte très très vite qu'il est trop tard. Au niveau du poste de gardien, tu as joué en National, tu as joué en Ligue 2, en Ligue 1. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à chaque championnat qu'avec le temps, tu te dis, voilà, cette saison, dans ce championnat-là, il faut plus travailler quelque chose, même des fois à la prépa. Est-ce qu'il y a des spécificités à chaque championnat pour le poste de gardien et qu'il faut travailler plus sur certains points ? Je trouve que le National et la Ligue 2, ça se ressemble un petit peu.
Juste que voilà, il y a des équipes professionnelles où il y a des équipes qui descendent de Ligue 1, donc il y a certains matchs qui se ressemblent un petit peu entre Ligue 1 et Ligue 2. Mais dans l'ensemble, c'est un football plus direct, voilà, avec des occasions, des frappes, des contre-attaques. Par contre, la Ligue 1, c'est quelque chose, on va dire, c'est plus mature. Tout est dans la tactique, tout est dans l'observation. On peut voir que, par exemple, pendant 20 minutes, il n'y a pas d'occasion. Et la minute suivante, voilà, ça chauffe, il y a une frappe, une barre, un corner, un but. Donc c'est assez différent. Après, de mon côté, de mon expérience, j'ai eu la chance de connaître la Ligue 2 et la Ligue 1 avec le FC Metz. Et je me rends réellement compte que chaque année, c'est un réel renouveau, qu'il faut toujours apprendre tout ce qui est tactique, tout ce qui est coup de pied arrêté. Il y a beaucoup de vidéos parce que c'est des matchs très importants et ça peut se jouer sur les détails. C'est quoi un bon gardien aujourd'hui en 2023? Bah écoutez, j'aurais été un gardien des années 80-90, on vous aurait dit Olmeta, un gardien un peu fou, qui prend beaucoup de risques. Mais c'est vrai que depuis ces dernières années, les clubs, ils aiment bien les gardiens rassurants, qui prennent aucun risque, parce qu'ils savent que voilà, dans le poste de gardien de but, la moindre erreur, on le paye cash. Et on sait très bien que c'est très compliqué de marquer en Ligue 1 et de revenir au score. Donc je pense que voilà, un gardien solide, c'est un gardien qui est propre sur lui, qui est propre sur ses décisions, qui ne prend aucun risque, qui a un mental aussi, parce que ça peut que le gardien ne touche pas le ballon pendant 1 heure et qu'il doit faire l'arrêt décisif qu'il faut. Il faut oublier tous ces gardiens des années 90, un peu fous, qui prenaient la balle au pied, qui driblaient 2-3 joueurs, qui... C'est plus rentré dans le moule global du collectif? Oui, parce que maintenant, on sait que les équipes aiment que les gardiens jouent au pied. Ça repart souvent de derrière, depuis 3-4 ans. Donc, ils veulent une certaine assurance, une certaine aussi complicité avec leurs défenseurs pour que le jeu soit plus fluide, tout simplement. Et ça, c'est dans toutes les équipes, c'est pas forcément dans les équipes du haut de tableau? Non, c'est dans toutes les équipes. On a très bien pu voir il y a 2 ans Bordeaux jouer comme ça, jouer de derrière, et ça n'a pas payé parce que ils se sont retrouvés malheureusement en Ligue 2. Mais pour vous parler du match de ce week-end face à Nice, on voyait beaucoup Todibo relancer avec Boulka relancer avec Dante, donc ça jouait beaucoup à la baballe, quitte à prendre beaucoup de risques, mais ils sont restés sur leur philosophie de jeu et je pense que ça a payé parce qu'ils ont gagné 1-0 et c'est comme ça. Pour revenir au poste, toi, comment t'es devenu gardien de but et qu'est-ce qui t'a plu? Ce qui m'a plu, c'est quand on est petit, on veut toujours jouer attaquant et marquer des buts. C'est quelque chose qui nous fait plaisir quand on joue au football. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est le poste de gardien. C'est le fait de défendre un but, c'est le fait de sauver une équipe. Quand j'étais petit, j'étais un peu foufou, je sautais un peu partout. La boue ne me faisait pas peur, la pluie. Voilà, j'étais quelqu'un assez d'hyperactif. Et au fur et à mesure de ma progression, on a vu en moi des qualités que j'ai perfectionnées avec beaucoup d'entraînement. Et j'ai eu la chance d'avoir de très bons coachs et un très bon suivi au niveau formation. Justement, au niveau de tes coachs, Jean-Pierre Baume disait dans le journal du Centre, j'ai lu ça en préparant cet entretien, que tu étais un chat avec du caractère. Si on reprend cette phrase, déjà, est-ce que tu es d'accord avec quand tu étais jeune? Oui, comme je te l'ai dit, j'étais hyperactif, je sautais partout et j'avais horreur de perdre. Donc j'avais tendance à prendre des risques sur mes sorties. J'en prends aussi un peu moins ces derniers temps parce qu'avec l'âge, on a 35 ans, donc il faut rester un peu lucide et savoir aussi connaître son corps. Mais c'est vrai que quand j'étais petit, le moindre ballon, je sautais dessus et c'était plaisant pour moi. Le côté chat, pendant ta formation, jusqu'à arriver en pro, c'était ta principale qualité? Tes formateurs te disaient, voilà, faut travailler dessus, tu as cette vélocité, cette capacité de déplacement, c'était ta première qualité? Oui, ma qualité, c'est que j'avais la chance d'être explosif. Du fait que je reste un gardien assez moyen en taille, parce que je fais 1m84, il a fallu que je travaille sur ça, sur l'explosivité, le fait de sauter haut, le fait d'être explosif pour
pour me faire une place dans le football professionnel. Sur la deuxième partie de la phrase, sur le côté caractère, c'est inné ou ça se développe? Non, c'est inné, je pense que c'est dans les gènes. J'étais, comme j'ai dit, un garçon turbulent, hyperactif. Donc, avec l'âge, voilà, quand ça va pas, il faut savoir taper du poing sur la table, dire les choses. Je suis un garçon qui est vrai. Quand il faut lui dire quelque chose en face, je préfère le dire en face plutôt que de me cacher, quitte À froisser? à À froisser sur le coup. à froisser et même des fois à pas être en raccord avec le sujet. Donc, si j'ai quelque chose sur le cœur, je préfère le dire, quitte à avoir pas des problèmes, mais des rancœurs. J'aime pas les personnes qui sont fausses. Je préfère l'honnêteté et c'est comme ça que j'avance dans la vie. Parfois, il faut prendre un peu sur soi aussi. Si je pense par exemple à tes débuts à Lille, ta carrière a mis du temps à se décanter à Lille. Comment tu l'as vécu cette période-là? La période où j'ai été à Lille, c'était la période où ils jouaient la Ligue des Champions, ils jouaient l'Europa League. Ils ont même été champions de France en 2011. Donc, se faire une place dans une équipe professionnelle qui joue le haut de tableau et qui gagne des titres, j'avais des gardiens devant moi pour vous en dire, il y avait Vincent Inyama, il y avait Grégory Maliki, il y avait Michael Landreau, Ludovic Butel. Donc c'est pas des gardiens non expérimentés, c'est des gardiens vraiment avec beaucoup d'expérience, plus âgés que moi. Donc voilà, je m'entraînais avec eux, je devais me faire une place. Malheureusement, j'ai pas réussi à déjouer cette concurrence. Donc il m'a fallu juste apprendre, travailler avec ces gardiens-là qui étaient internationaux. Et je pense que ça m'a servi pour la suite de ma carrière. Le titre de champion de France en 2011, tu te dis quoi? C'est déjà bien ou c'est frustrant? J'estimais que j'étais chanceux. Je m'entraînais dans un groupe pro de qualité, avec des joueurs de qualité. J'ai eu la chance de côtoyer Dan Hazard, Joe Cole, Kluivert, des grands noms du football. Sur la période où il jouait la Ligue des Champions? Oui, la période de 2011 à 2012. Donc j'ai eu la chance de côtoyer ces gens-là. Quand c'est comme ça, on regarde, on apprend, on s'entraîne dur et on se dit on verra si notre chance arrive. Malheureusement, elle n'est jamais arrivée, mais ça m'a beaucoup permis pour la suite de ma carrière. J'ai pu prendre mon envol assez tard, on va dire, à 23 ans. Mais les années qui m'ont permis de bien m'entraîner, de bien apprendre, ça m'a servi pour la suite de ma carrière. Tu as vraiment du temps de jeu en D2 belge et après à Strasbourg, mais sur la période D2 belge, il y a même un moment donné où tu es au chômage. Qu'est-ce qui te passe par la tête au moment-là? Là, c'est là où on va chercher vraiment le caractère, ce qu'on a au plus profond de soi pour rebondir? En fait, le club belge était club affilié avec le LOSC. Il me restait encore 2 ans de contrat, donc le LOSC et moi-même avons pris la décision d'être prêtés pour que je puisse avoir du temps de jeu, puisse me montrer aussi. Donc j'ai fait 2 années en D2 belge et la deuxième année, on a réussi à remonter en D1 belge via les playoffs. À la fin de cette saison-là, j'étais en fin de contrat avec Lille. Donc Lille ne m'a pas gardé, mais l'équipe belge voulait m'offrir un contrat que j'ai refusé, qui m'a permis de m'inscrire au chômage pour la première fois de ma carrière. Je connaissais pas du tout ce milieu-là. J'ai eu ma femme qui m'a accompagné. Tu l'as refusé parce qu'il n'était pas assez bien le contrat, parce que ça t'enfermait dans... D'un côté, je gagnais bien ma vie avec l'équipe du LOSC et le contrat était inférieur à ce que je gagnais avant. Et puis, ça me plaisait pas trop de jouer en Belgique. Je voulais pas faire une carrière en Belgique. Moi, mon rêve, quand on est petit, c'était de jouer en Ligue 1. Et je pensais que ça allait être un frein, ou alors je pensais que j'allais finir toute ma carrière en Belgique. Donc j'ai refusé, on va dire, j'ai mangé mon pain noir. Par chance, j'ai rencontré mon agent, Pierrick Antonetti, qui m'a permis de me relancer au Racing Club de Strasbourg, qui était en national. Tu parlais du rêve d'enfant de jouer en Ligue 1. Quand tu joues à Strasbourg, tu es meilleur gardien de national en 2016. Vous montez aussi la saison-là. C'est là que la bascule, elle se fait dans ta tête sur vraiment là, toucher vraiment le haut niveau, ou c'était déjà un peu avant à Lille, ou c'est vraiment cette saison-là qui bascule? En fin de compte, quand j'ai signé à Lille, j'étais programmé pour être le premier gardien à Lille.
Donc j'avais signé à 18 ans, pendant 5 ans. Donc j'étais programmé petit à petit à jouer à Lille. Il y a eu une certaine déception à la fin de mon aventure lilloise parce que j'ai pas pu goûter à cette Ligue 1. Et comme je l'ai dit, j'ai dû manger mon pain noir, j'ai dû repartir de la nationale. Après, c'est Strasbourg, c'est le club. Cette année-là, il y avait National, il y avait Strasbourg et Amiens. C'était les 2 seuls clubs où j'avais l'ambition d'aller. Parce que c'était des clubs qui avaient une structure pro quand Une même. structure pro, et voilà, puis Strasbourg, le il y a la Racing Club de Méno. Strasbourg, il y a l'historique du club aussi. Donc voilà, on va dire c'était un pari. C'était ça passe ou ça casse. Heureusement pour moi, ça a passé parce que l'année suivante, on est monté de Ligue 2 à Ligue 1. Et ça m'a permis de goûter au haut niveau et d'apprendre aussi beaucoup à ce niveau-là parce que c'était à 27 ans. Et à 27 ans, connaître le monde Ligue 1, c'est tout nouveau. 27 ans, c'est l'âge. On dit que c'est l'âge où c'est le début de la maturité, c'est la meilleure période pour un joueur et même pour un gardien de but. Toi, en plus de ça, tu découvres quelque chose de nouveau. Comment tu l'assimiles tout ça? Le fait de découvrir quelque chose de nouveau, la Ligue 1, les charges d'entraînement qui évoluent, le statut qui évolue aussi. Comment tu l'assimiles? Ça met du temps? Oui, bien sûr, ça met énormément de temps. Voilà, moi j'avais connu le monde amateur avec Strasbourg. En 2 ans, on s'aperçoit qu'on se retrouve en Ligue 1. Donc, il y a de l'exigence dans le travail. Il y a beaucoup d'exigence aussi au niveau hors terrain parce qu'il y a les vidéos. Il y a tout qui vous chamboule parce que on n'est peut-être pas programmé tout de suite à découvrir cette Ligue 1 malgré mes 27 ans. J'ai connu des joueurs qui étaient à Lille de mon âge, qui ont connu la Ligue 1 à 19-18 ans et qu'au contraire, ils ont régressé, qui se retrouvent dans le monde amateur aujourd'hui. Toi, tu l'as fait dans le sens inverse finalement. Voilà. Tu as fait le monde amateur Ligue 1 alors qu'il y en a qui arrivent tôt en Ligue 1 et qui font l'inverse. C'est ça, j'ai franchi les étapes après étapes, j'ai franchi les niveaux après niveau et j'ai validé. C'est-à-dire que ce soit en national, j'ai validé mon niveau national. Comme une formation en vrai, j'ai validé en Ligue 2 et j'ai validé en Ligue 1. Et c'est vrai que cette saison-là, j'ai une petite rancœur parce que j'avais fait 3 ans à Strasbourg. J'avais fait une année complète en Ligue 2 avec Strasbourg. Et début de saison de cette Ligue 1-là, je me retrouve deuxième gardien. C'est 2017-2018 celle-là. Ouais, c'est ça. Je me retrouve deuxième gardien, donc il y a la frustration. Il faut ranger cette frustration intérieurement. Il faut se concentrer sur le travail. Il faut se dire, bah voilà, quand le coach fait appel à toi et que tu as ta chance, à toi de la montrer. Un soir de Strasbourg-Paris, je suis rentré une demi-heure, j'ai fait mes preuves et j'ai plus jamais quitté ma place. Donc c'est des histoires un peu extraordinaires parce que on peut se dire que voilà, en début de saison, c'était un peu mal barré, que j'étais deuxième gardien. Et que en 3 mois, je me retrouve face à Mbappé, Neymar, Di Maria, Cavani, et on gagne ce match. Et c'est ça qui a lancé ma carrière en vrai. Et si ce match-là, il se passe pas aussi bien, ces quelques minutes-là? Que dire, ça aurait très bien pu arriver. Ça aurait très bien pu arriver que je rentre sur le terrain et qu'on en prenne 3 ou 4, voire 5. Et qu'on se dise, bah voilà, Oukidja ne fait pas l'affaire, Oukidja va se rasseoir sur le banc et il va regarder ses copains jouer. Heureusement, après, il y a eu un match à Bordeaux où on le gagne 3-0. Donc, c'est des enchaînements de bonnes prestations, de bonnes performances qui ont fait que, petit à petit, j'ai commencé à jouer et à évoluer en Ligue 1. Ce qui est pour toi le plus important, c'est pas forcément d'être bon à Paris sur le match-là, c'est de confirmer à Bordeaux et tout ça. Oui. Tu penses que c'est ça qui est important pour un gardien? Ouais, ce qui est important, c'est la continuité. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire le moins d'erreurs possible. Un joueur de Ligue 1, c'est pas un joueur de Ligue 1 quand il joue 4, 5, 6, 7, 8 matchs dans la saison. Un joueur de Ligue 1, pour moi, c'est un joueur qui franchit la cape des 100 matchs. Ça commence à... C'est pour ça aussi, c'est un objectif pour moi, c'est de franchir ce cap des 100 matchs pour, comme je l'ai dit en début d'interview, pour tamponner un peu mon niveau. Et c'est vrai qu'avec l'âge, quand j'avais 27, 29 ans, et maintenant 35 ans, j'arrive mieux à gérer les émotions, à gérer les matchs qu'auparavant. Avant, il y avait beaucoup de pression, il y avait beaucoup d'interrogations, faut pas que je fasse d'erreurs et tout. Et là, maintenant, depuis 2-3 ans, je fais ce que j'ai à faire, je prends du plaisir aussi, parce que c'est du football. Je veux pas envie de faire peur au monde à dire que la Ligue 1, c'est dur. La Ligue 1,
on souffre. Non, la Ligue 1, c'est quand on joue un match de Ligue 1, il faut en profiter. Depuis tout petit, on a envie d'atteindre ce niveau. Donc, prendre du plaisir sur le terrain. Et en prenant du plaisir, c'est comme ça qu'on est performant. De Strasbourg, tu vas à Metz, qui est pas en Ligue 1 au moment-là. Ça peut surprendre. Pourquoi tu fais ce choix? Alors, je fais ce choix parce que, tout d'abord, il y a eu de la frustration, comme je te l'ai dit, cette première année de Ligue 1. Je sentais que le Racing Club de Strasbourg me faisait pas totalement confiance. Je suis arrivé à Strasbourg en national. Peut-être qu'ils pensaient que j'étais resté un gardien de national, que je pouvais pas progresser avec le club. Et j'ai eu la chance d'avoir le FC Metz qui s'intéresse à moi, FC Metz en Ligue 2. Donc j'étais en Ligue 1, j'ai dû faire le sens inverse. Mais pour moi, sans hésitation, j'ai répondu présent, j'ai dit oui. Parce que le challenge du FC Metz, c'était la remontée en Ligue 1. Donc j'ai signé sans hésiter et c'est ce qui s'est passé par la suite. Donc à Metz, il y a ce retour en Ligue 1. Il y a une saison qui est un peu plus compliquée, c'est la saison 2021-2022. À un moment donné, tu redeviens même numéro 2, pareil. Tu as une explication, t'as une discussion, comment tu l'apprends, comment tu le vis en fait. Là, c'est pas une vie d'intérieur de vestiaire, mais c'est une discussion, comment ça se passe? Écoutez, on est remonté en Ligue 1, j'ai fait 2 saisons. Je ne vais pas dire exceptionnel, j'ai pas envie de m'envoyer des fleurs, mais j'ai fait 2 très bonnes saisons en Ligue 1 avec le FC Metz. Et il s'avère que la 3e a été un peu plus compliquée. Et le fait qu'elle soit compliquée, moi pour ma part, j'ai pas géré mes émotions, j'ai pas géré la frustration. Et en interne, ça n'allait pas, mais de mon côté, parce que voilà, je me voyais pas descendre en Ligue 2. J'avais pour objectif de ne jamais descendre parce que pendant tout au long de ma carrière, j'ai connu que des montées. Donc, je voulais rayer cette descente en Ligue 2 de mon CV. Malheureusement, voilà, je suis parti à la CAN à ce moment-là aussi, CAN 2021, je pense, au Cameroun. Et mon suppléant, qui est Marc-Aurèle Caillard, a fait le job en janvier. Donc, je suis revenu. On m'a assigné sur le banc. Et comme j'ai dit, moi, je suis quelqu'un de très professionnel et que, voilà, j'ai pas rechigné. Personne n'est indispensable. Tu l'acceptes ? J'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte même beaucoup trop. Mais personne n'est indispensable dans une équipe. Voilà, c'est que quand on sent qu'on est moins performant, il faut faire des choix. Et l'entraîneur qui était là à cette époque a fait un choix. Je l'ai accepté. Et j'ai pas voulu prendre mon cas personnel pour détruire le groupe. Parce que c'est un sport collectif. Et voilà, tu fermes ta gueule quand c'est comme ça. Tu travailles, tu t'assois sur le banc. Tu félicites le gardien qui fait un bon match. Puis voilà. Tu l'acceptes parce que la trentaine approche et que t'as pas la même réflexion, pas la même maturité, ou alors t'aurais pu l'accepter un peu plus jeune? Plus jeune, je l'aurais pas accepté parce que j'avais un tempérament de feu. Donc j'aurais dit des choses qui auraient été au-delà de ma pensée. Mais c'est vrai que j'avais 33 ans, je crois. Donc j'ai mis de l'eau dans mon vin, j'ai posé le pour et le contre, pourquoi. Donc je me suis posé pas mal de questions sur moi-même. Et je me dis, ça sert à quoi, Alex? Tu vas pas commencer à foutre le bordel, le club, parce que je vis que pour le club, en fait. Donc j'estime que le club est plus important que les joueurs. Parce qu'il y a des joueurs qui arrivent, il y a des joueurs qui partent, c'est comme ça. Le club, c'est le plus important. Et là, c'est un maintien. Et là, c'était un maintien. Donc, j'ai respecté le choix du coach. Mais c'est vrai que voilà, de rester assis et de voir ses partenaires souffrir comme on a souffert, parce que c'était une année de souffrance, hein, c'était une année assez compliquée. Et de voir son club redescendre en Ligue 2, c'était ça. Ouais, c'était le soir, en plus, c'était à Paris. Le soir, c'était. Je savais plus où j'étais. C'est pas possible, on est en Ligue 2. Vraiment, on est en Ligue 2. Donc, puis après, il faut remettre le bleu de chauffe et cravacher, hein, s'entraîner pour essayer de faire bonne figure l'année suivante. Ton caractère, quand même si tu passes numéro 2, tu restes un cadre du vestiaire au moment-là? Oui, c'est plus difficile quand on joue pas? Non, je reste un cadre du vestiaire parce qu'il y a les années au club. Ça faisait 4 ans que j'étais au club, j'avais 33 ans. Mais je suis une personne qui ne parle pas beaucoup au vestiaire. J'aime rigoler, j'aime m'amuser, j'aime qu'il y ait une bonne ambiance.
comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il faut taper du poing sur la table, je tape du poing sur la table. Quand il faut donner des conseils, je donne des conseils. Mais je ne suis pas le genre de joueur à parler, à chantonner dans le vestiaire avant les matchs. Moi, je suis quelqu'un du terrain. S'il faut dire un truc, je le dis sur le terrain. Et après le match, je dis ce qui va pas. Ça, c'est une image que, pour les personnes qui sont pas au courant ou même qui voient les matchs, c'est une image on pourrait plus avoir l'image de toi sur le terrain où il y a démonstratif, qui parle beaucoup. C'est une différence, c'est un contraste entre le vestiaire et l'extérieur parce que sur le terrain, c'est totalement différent. Ah, j'ai deux visages. Même ma femme me le dit. Elle me reconnaît pas quand je suis sur un terrain parce que je suis quelqu'un d'impulsif, je suis quelqu'un de compétiteur, je suis quelqu'un d'agressif. Et quand je sors du cadre du football, que ce soit à l'entraînement ou en dehors du match, je suis quelqu'un de très calme, très posé, un peu timide, qui n'aime pas se montrer. Je suis quelqu'un de très calme à la maison. J'ai deux visages. Il y a ce côté impulsif, tu viens d'en parler. Il y a eu des moments où tu as pris des cartons rouges. Ouais. C'est l'année où j'ai fait un peu n'importe quoi, où j'ai pas su surtout gérer mes émotions. Où la moindre injustice, que ce soit du corps arbitral ou de fait de jeu, je sortais du match, j'étais hors de moi, et quitte à agresser. On se rappelle très bien d'un match contre Angers où on perd 1-0, on a besoin de points, il reste 5 minutes, et on voit le joueur aller vers la balle et la dégager. Plutôt que de le demander à un ramasseur de balles et jouer le ballon qui m'aurait coûté pas de rouge et qui aurait perdu moins de temps, j'ai vu rouge et j'ai été directement vers le joueur pour l'agresser. Pour le secouer. Pareil la même année, je crois, où Mbappé vient vers moi, m'insulte et que je vais lui dire 2 mots. C'est des choses ça devrait pas être dans le cadre du football. Et cette image-là, je l'ai pas aimée. C'est pour ça qu'en fin de saison, quand on est descendu en Ligue 2, j'ai fait une annonce à la radio comme quoi je disais mon objectif cette année, c'est d'essayer de faire remonter le club. Et par chance, c'est ce qui s'est passé. Ouais. J'ai une bonne étoile. Contre Angers, tu prends 4 matchs de suspension, je crois, ou 3. Le coach, à l'époque, Frédéric Antonetti, dit que tu les as abandonnés. C'est plus dur à entendre, ça, que le fait de prendre 4 matchs ou pas? Ah, c'est sûr. C'est ce discours-là, le fait d'abandonner son équipe, c'est quelque chose qui fait mal parce que c'est une grosse responsabilité. C'est un gros poids. Et c'est vrai que cette année 2020-2021 a été la pire de ma carrière, que ce soit footballistiquement, que ce soit même au niveau du comportement. Et c'est dommage parce que j'avais 33 ans. J'aurais eu 23 ans, ça aurait pu se comprendre. Mais là, à 33 ans, quand votre gardien il pète les plombs et que vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes jamais sûr de savoir s'il va finir un match, pourquoi le mettre? Et c'est peut-être ça aussi qui m'a coûté ma relégation sur le banc. Il a préféré la sécurité plutôt que de prendre un risque comme ça. Et est-ce qu'après cette image-là, même au moment des arbitres, parce que là j'ai en tête le match contre Guingamp, où l'action, il y a faute, mais ça peut être litigieux, et tu prends un carton rouge, un arbitre que tu connaissais en plus. Oui, j'ai joué au football étant petit avec. Ouais. Donc tu connaissais l'arbitre là Ouais, j'ai joué au foot quand j'avais 10-12 ans. Et est-ce que ça a pu jouer au moment de passer en commission, ou même dans son esprit, y a des images en fait un tampon sur le joueur? Oui, c'est sûr. On va dire que je paye l'année de cette Ligue 1 où j'étais catalogué, où j'étais sûrement très suivi par les arbitres. Ils ont dû voir les nombreuses images de mes pulsions. Mais avant de démarrer cette Ligue 2, je m'étais promis une chose parce que j'ai la chance de m'auto-évaluer. C'est que plus jamais je montrerai une mauvaise image de moi. Parce que cette année-là, c'était la pire image de ma carrière. Et j'ai voulu montrer aux gens aussi que j'étais pas comme ça. J'étais pas un garçon qui au moindre problème, pétait un plomb. Donc, j'ai démarré la saison. J'ai travaillé sur ça aussi. Et le 3e match de cette Ligue 2, je fais un tacle assassin qui me fait prendre rouge. Donc, dans ma tête, je me dis que c'était mal barré, que je continuais dans la lancée de cette Ligue 1. Et je reviens face à Guingamp.
Et face à Guingamp, on a tous vu les images que le joueur, je le touche à peine, je prends rouge. Et je pense que ce moment-là, je paye tous mes problèmes de l'année passée. Et fort heureusement, depuis ce couac-là, il n'y a plus jamais eu de rouge. Je touche du bois, j'ai pas envie d'en prendre un face à Monaco, mais il n'y a plus jamais eu de rouge, il n'y a plus jamais eu de jaune, et il y a eu un comportement exemplaire de ma part. Même les jongles contre Bordeaux? Les jongles contre Bordeaux, c'est différent. C'est qu'ils nous ont pris de haut au match aller, ils étaient hautains et ils se la racontaient. Et j'aime pas ça non plus. Non, plus sérieusement, le côté, le caractère, le côté d'être dans le conflit le conflit avec l'adversaire, est-ce que ça te permet aussi de rentrer dans ton match et de performer? Est-ce que quand tu te chauffes avec Mbappé et Neymar, est-ce que ça te permet aussi de dire voilà, je suis dans le match et de leur montrer que toi, tu es dans le match aussi? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que c'est des choses qui te font sortir du match. Au contraire. Là, par exemple, comme je te l'ai dit cette année, je joue un match, je prends mon pied. Je parle avec l'arbitre, je rigole avec les joueurs adverses, je rigole avec les arbitres. Je veux plus jamais de problème comme ça, parce que c'est quelque chose qui m'a, je vais aller loin dans mes mots, mais qui m'a traumatisé, on va dire. C'était pas mon image à moi. Donc je me suis dit, de rien avant, tu rentres sur le terrain, Alex, tu donnes tout, tu fais les arrêts qu'il faut pour ton équipe, mais tu prends maximum de plaisir. J'ai 35 ans. Oui, j'ai gagné en sérénité, j'ai 35 ans, il me reste 2 ans de contrat. J'ai envie de prendre du plaisir. J'ai pas envie de me chauffer la tête avec des joueurs que je ne reverrai plus jamais. Donc je prends du plaisir, je rigole, tout en étant sérieux, hein, parce que les gens ils vont croire que je vais faire des crochets, des jonglages. Non, je prends du plaisir sur le terrain, je joue mon match, je suis bon, c'est très bien, je suis moins bon, je me reconcentre pendant les entraînements suivants pour être meilleur la semaine d'après. T'as gagné en sérénité, mais est-ce que du coup, t'as perdu en instinct? Est-ce que c'est des choses où est-ce qu'il faut jongler entre les deux et essayer de niveler les deux pour garder ce niveau de performance? Je pense que le fait de s'assagir sur un terrain te fait perdre un peu l'insouciance. J'étais un gardien qui prenait énormément de risques, un chat comme tu le dis, mais là à 35 ans je suis un vieux chat. Donc des fois c'est vrai qu'il y a des décisions que je pourrais prendre, parce que dans ma tête, je crois que j'ai toujours 20 ans, mais dans les jambes, j'en ai 35. Donc, c'est peut-être des décisions sur des balles en profondeur, sur des centres, sur... si par exemple, il y a une balle en profondeur et que je commence à sortir, je vais sortir à 2 à l'heure, je vais prendre le joueur. Il y a toute cette... comment dire, cette réflexion où tu te dis, Alex, t'as 35 ans. Si tu dois y aller, tu vas. Si tu peux pas, je préfère ne pas y aller, faire l'arrêt sur ma ligne, que de penser pouvoir y aller sur une sortie aérienne, me trouer et qui est but, et pénaliser mon équipe. Donc, à mon âge, on a plus tendance à bien se placer et à faire les arrêts qu'il faut pour le bien de son équipe, pas pour son bien personnel. Et ça t'en parle avec Christophe Marichaz, l'entraîneur des gardiens, sur les sessions d'entraînement, sur cette évolution-là? Est-ce qu'il y a une adaptation un peu des séances sur évoluer sur ta façon d'être gardien de but, sur être plus sur le jeu sur la ligne? Est-ce que vous adaptez un peu ça? Vous en parlez? Oui, on parle beaucoup de ça. On parle beaucoup on regarde les matchs, ce qui s'est passé précédemment, et on essaye de travailler pour pas refaire les mêmes erreurs. Par exemple, si je prends un but au premier poteau, ou 2 ou 3 et que ça se répète, on va plus commencer à faire des frappes sur les angles fermés, ou bien se placer, parce que des fois, il y a c'est des choses banales, mais quand on vieillit, quand on joue, quand on a tendance à y oublier. Donc, on repart sur les bases. Et quand on apprend les bases et qu'on se rassure, ça va toujours mieux après. Donc, il y a toujours des petits entraînements en fonction du match précédent qui s'est passé, en bien ou en mal. On a beaucoup parlé de ta carrière en club. On va faire une petite parenthèse sur ta carrière en sélection. Un titre donc c'est la CAN 2019 avec l'Algérie, ça t'apaise, ça te stimule, ça redonne du boost à ta carrière. Comment tu le vis? Alors, je vais te dire que ça me stimule, parce que de côtoyer des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs d'Europe, les entraînements sont pas les mêmes qu'en club, il y a beaucoup d'intensité, donc ça t'oblige de te mettre au niveau, à te mettre dedans. Et je me souviens aussi que mes premières années en sélection m'a permis de faire de très bonnes saisons en club, de garder cette exigence. Mais autrement, ouais,
pour revenir, c'est un réel plaisir d'aller en sélection. C'est comme une famille, on se retrouve, on parle de nos familles, de nos clubs, on voyage ensemble, on découvre d'autres pays, on a un objectif en commun. Donc, c'est quelque chose de très enrichissant. Là, tu découvres le niveau Ligue des Champions, parce que c'est des joueurs de Ligue des Champions. Comment le gap, il est plus grand encore que quand tu découvres la Ligue 1 avant. Oui. Comment tu t'adaptes à ça, tu le vis aussi. On est obligé en fait de se mettre au niveau, parce que si on n'est pas au niveau, le sélectionneur fait des choix. Et il a beaucoup de joueurs qui jouent au haut niveau en Europe. Donc, il a un choix de savoir s'il peut te remplacer ou non. Donc, à chaque fois qu'il y a une sélection, il faut être performant à l'entraînement. Et qu'à chaque fois qu'il te fait jouer, comme il dit, il faut mettre le tampon, il faut valider. Sinon, ça sera la place à un autre. J'ai eu cette exigence pendant 6 ans où ça a été vraiment très difficile, très compliqué au début de basculer. De basculer dans le fait que ça soit au début le club et le pays international. C'était quelque chose qui m'a permis aussi d'avoir... Qui t'a pris de l'énergie ? Voilà, qui m'a pris beaucoup d'énergie. Parce que quand on part, c'est souvent le lendemain d'un match, on s'entraîne, on a le voyage en Afrique, la chaleur, les conditions. Mais de côtoyer des joueurs comme Benasser, comme Riyad Mahrez, comme Slimani, ou même des fois, on a des séances devant le but et il décide de la mettre où il veut, c'est des choses qui sont marquantes quand même. Là, tu vois que tu tapes dans le très haut niveau. Donc, c'est une certaine, on va dire, une certaine progression qui est... Parce qu'on fait que progresser. Hein. Quand on a beau avoir 30 ans ou 20 ans, on progresse. Et je pense que la sélection m'a donné une clé en plus dans mon bagage. Tu as parlé de la génération au moment-là en Algérie, vous aviez une grosse génération, il y avait des attentes et avec un pays avec beaucoup de ferveur. Est-ce que tu sentais la pression alors sportive, mais presque la pression sociale de tout un pays, notamment à l'approche de la CAN et du coup même pendant la CAN et après quand vous avez célébré ce titre ? Oui, c'est vrai que le pays il vit que pour le football. Quand il y a un match de l'Algérie, vous pouvez être certain que le match est à 21h, mais qu'il y a déjà des supporters à 10h du matin en tribune qui attendent. L'année de 2019, c'était une année assez compliquée parce que l'équipe d'Algérie peinait à gagner à l'extérieur. On a réussi grâce aussi à Djamel Belmadi qui a créé un groupe homogène, hein, voilà, il n'y avait pas de joueurs qui, s'ils ne jouaient pas, ils ne foutaient pas le bordel, donc c'était très respectueux. Et on ne nous attendait pas surtout à cette CAN 2019. On a été limite snobés. Et grâce à des joueurs d'expérience, grâce à la jeunesse aussi derrière, on a réussi à créer ce moule qui nous a permis d'aller au bout. Et ça restera gravé à jamais dans nos mémoires. On est liés. Une CAN, ça te lie aux joueurs qui y ont participé, qui l'ont gagné pour toute ta vie. Et moi, ce qui m'a le plus marqué durant toute mes années de sélection, c'est le retour à Alger, où j'avais limite peur. C'était assez effrayant le fait d'être dans un bus impérial et de voir cette foule. Je me dis, mais comment peut y avoir autant de monde dans une ville ? Bon, à Alger, mais comment peut y avoir autant de monde dehors ? Et ça restera là, et voilà, on est marqué au fer à vie. Aucun regret du coup ? Aucun regret, jamais. Jamais. Et j'incite les joueurs qui hésitent à aller en sélection d'y aller à pied même. Jeune, on t'appelait le chat avec du caractère. Comment on t'appellerait aujourd'hui ? On m'appelle le vieux, moi. Non. Le vieux sage. C'est vrai, hein, Ismaël m'appelle comme ça. Non, mais Mais c'est aussi ça fait bizarre. Le fait d'être cadre du vestiaire. Aussi. Oui, d'être cadre. Je sais pas si c'est le fait d'être cadre ou s'il voit mes entraînements. mais non, ouais, on m'appelle souvent le vieux. Bah écoute, faut l'accepter. Il y a des jeunes qui poussent derrière. Je suis de l'année 88, donc tôt ou tard, il faudra bien que je laisse ma place et voir ailleurs ou voir autre chose après ma carrière. Pour l'instant, il me reste 2 ans de carrière. Si je peux en faire 3, j'en fais 3. Si je peux en faire 4, j'en fais 4. Ça sera voilà, crescendo chaque année. Rien de programmé. Rien de programmé. Il y a 2-3 trucs qui sont dans le coin de ma tête là à l'après-carrière.
Mais comme je le dis, hein, on a souvent eu des opportunités pendant notre carrière. On aura sûrement des opportunités après notre carrière. Et ça sera à nous de faire le meilleur choix. Dernière partie de cet entretien, le face-à-face. Une question, une réponse. Vas-y. Ton plus bel arrêt? J'ai la mémoire courte. Hein. Je dirais l'arrêt à la 98e de Strasbourg-Paris quand Rabiot fait une volée et que Cavani est à 1 mètre devant moi, dévie le ballon de la tête et que je fais un arrêt réflexe qui nous fait gagner le match. Le match où tu t'es senti le plus fort? Ouais, il y en a eu 2-3 quand même. Il y a eu Lens, là, ces derniers temps. Il y a eu Marseille, où on a fait 0-0, où on a eu la baraka. Et puis, je dirais... je sais pas. L'attaquant le plus coriace? Cavani. Le geste que tu préfères? La relance à la main. Une montée en tant que titulaire ou une canne en tant que remplaçant? Une canne en tant que remplaçant. L'exercice que tu détestes? Le travail physique avec mon coach des gardiens le mardi, c'est assez poussé, où on doit plonger, ressortir, se relever, plonger, se relever. C'est plus de mon âge, ça. Moi, quand je plonge, je reste allongé. Ton modèle? Mon modèle, j'aimais beaucoup Ruffier. Une partie de foot ou une partie de jeux vidéo en streaming? Une partie de jeux vidéo, c'est moins fatigant. L'entraîneur qui a compris ou qui comprend le plus le poste de gardien de but? L'entraîneur principal ou Oui. des gardiens? Non, l'entraîneur principal. Je dirais Frédéric Antonetti. Le jeune gardien que tu observes là, qui t'a tapé dans l'œil récemment? Le gardien de Toulouse, là, reste. Un bon gardien, ça. L'adversaire avec qui tu dois encore échanger un maillot? Alors là, j'en ai beaucoup de maillots. Hein. Je dois en avoir plus de 400. Le maillot que j'aimerais avoir. Oui. Le maillot de Palois. Le conseil que tu donnerais à l'Alexandre Oukidja de Nevers? Le conseil, c'est crois en tes rêves, bosse, et tu verras ce qui arrivera. Merci beaucoup Alexandre. Merci d'avoir été mon premier invité gardien de Ligue 1. Merci. J'en profite également pour remercier le FC Metz et Christophe Marichès pour l'organisation de cet entretien. Et puis bon match à Monaco après la trêve. Merci, hein. J'espère que mon interview t'a plu et que je serai pas le pire de toute ta sélection. Voilà. Merci à toi. Merci. Merci à vous également de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler à vos coéquipiers, à vos amis autour de vous pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité. Mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur toutes les plateformes de podcast pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure.